Et c'est parti. Ok, donc bienvenue à tous pour la 6e session déjà des mardis du participatif. Donc ce soir, on va partir vers le 44 pour découvrir le très chouette projet de Casanoé, qui est un projet bien spécifique en réhabilitation complète. Donc voilà, c'est bien qu'ils soient inscrits pour présenter leur projet, parce que c'est un beau projet, et puis qui est quand même un petit peu différent peut-être des autres qu'on a vus par cette grosse part d'autoconstruction et de réhabilitation qu'il y a. Donc vous allez découvrir tout ça. Je vous fais juste un petit rappel de HPO, le réseau. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Habitat Participatif Ouest, donc c'est une structure régionale, interrégionale même. Donc on est sur tous les départements bretons. Et puis une partie des Pays de la Loire avec le 44, le 49, et puis très récemment le 72 qui commence à intégrer également la dynamique. Donc l'idée, c'est que l'ensemble de ces plateformes départementales puissent agir en réseau. Donc c'est le réseau des habitants, mais qui regroupe également des partenaires, des particuliers, des collectivités, pour échanger sur le sujet de l'habitat participatif. J'en profite pour vous dire qu'il y a l'Assemblée générale de 2020 d'HPO qui a lieu samedi. Donc, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à vous connecter. C'est samedi matin à 9h30. Vous aurez le lien sur le site d'HPO qu'on vous remettra dans le chat tout à l'heure. Donc ben voilà, on va démarrer tout de suite. Donc c'est Olivier et Diane de Casanoé qui vont présenter la session de ce soir. Ils ont préparé un bon support bien riche, donc profitez bien et donc n'hésitez pas, vraiment on a envie que ce soit un temps interactif ce soir, donc s'il y a besoin de poser des questions sur le chat ou en direct, n'hésitez pas, on va essayer de faire un temps questions-réponses pendant ces 1h20 qu'on a ensemble. Voilà, je vous laisse la main. N'hésitez pas à nous couper la parole pour poser des questions au fil du discours, quoi. Voilà. Se sentir à moi seul, très bien. Donc le projet s'appelle Casanoé, c'est une coopérative d'habitants et effectivement, comme disait Emeline, au niveau des spécificités, c'est en milieu rural déjà et il y a une grosse rénovation, on est en autopromotion et on fait beaucoup d'autoconstruction. Donc vous allez voir que ça fait pas mal de travail. Donc au sommaire de notre super document, on va vous présenter le lieu, refaire un petit point sur l'historique, les valeurs. Rapidement, on va passer sur le statut de coopérative, faire un petit point sur le montage financier, le fonctionnement du groupe et ensuite le chantier de rénovation. Donc le lieu, ça se trouve à Fête-Bretagne, donc sur la Loire-Atlantique, c'est à 25 km au nord-ouest de Nantes. Donc là sur la carte, vous voyez à peu près, c'est situé presque à mi-chemin entre Nantes et Saint-Nazaire. Et c'est pas très loin de Blain, s'il y en a qui connaissent la zone. C'est du rural, mais c'est quand même assez cher parce que c'est pas très loin de Nantes et de Saint-Nazaire, tout ça. Donc c'est vraiment campagne, mais avec quand même cette problématique de loyer et d'achat de maisons chères, quoi. Donc c'est comme l'a dit Emeline et Diane, c'est une rénovation d'un ancien bâtiment d'un CHRS, un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, donc un établissement sanitaire, qui a été fermé en 2011 quand les crédits à la réinsertion ont été baissés. Ensuite, ça a été squatté par 3 groupes différents qui n'ont pas forcément entretenu le lieu, voire largement dégradé. Et ce pendant 8 ans. Donc nous, on a acheté le lieu en 2019. Voilà, depuis, on le remet en état. Là, vous voyez, du coup, les photos que vous voyez, c'était nos premières visites en 2018, du coup, je crois. Donc le lieu comme il était à l'époque, donc avec vraiment de la végétation qui envahissait partout. Donc ça, c'est l'extérieur. Et sur les diapos suivantes, donc là, on voit qu'il y a pas mal de bâtiments. C'est un grand terrain qui fait 1,5 hectare et il y a pas mal de bâtiments. Et il y a des photos aussi de l'intérieur. Vous voyez comme c'était sympa. Voilà. On l'a récupéré dans cet état-là. Voilà, dans son jus, comme on dit dans l'immobilier. Donc au début, ça faisait un peu peur, mais après, il fallait essayer de se projeter pour voir ce que ça pouvait donner. Et on a quand même réussi à négocier avec les vendeurs qui fassent le nettoyage du lieu, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à évacuer. Donc pour éviter de faire ça tout seul, c'était pas mal.
Voilà pour les photos du lieu. Un rappel rapide des dates principales du projet. Le groupe ou le proto-groupe en discute à l'été 2017. Et le groupe se forme, ça avance. Et en mi-2018, on repère le lieu, on fait les premières visites. Le lieu était ouvert vu qu'il avait été squatté et puis les squatteurs étaient partis, le lieu était vide et accessible. On commence à se balader pas mal sur place et à vraiment apprécier l'atmosphère du lieu et de la nature autour. Fin de l'année, on crée l'association de préfiguration avant de faire la coopérative, histoire d'avoir une coquille juridique autour du groupe. Et dans l'hiver, on rencontre les cohabitants. Les cohabitants HEN, tout le milieu de l'habitat participatif nantais, et on décide de partir sur un accompagnement avec les cohabitants, avec Olivier Sansetti principalement et Emeline, qui nous ont accompagnés dès le début. Ensuite, on signe un compromis début de l'année 2019. Entre-temps, on rencontre plusieurs cabinets d'architectes. On fait le choix de l'atelier d'Aubas Belenfant à Nozay, qui nous a plu dans son approche de la rénovation et de la gestion du groupe. Et tout ça, c'est un choix assez important, assez difficile à faire. Tous les groupes passent par là. Je n'ai pas connaissance de groupes qui ont bossé sans architecte. Et c'est vraiment un truc important à faire parce que c'est des gens qui accompagnent, surtout dans les rénovations, mais qui accompagnent jusqu'à l'entrée dans les lieux, plus ou moins. Donc c'est important de se sentir bien accompagné. Et juillet 2019, juste avant d'acheter le lieu, on crée la société coopérative, la SAS Casanoé, enregistrée au tribunal de commerce de Nantes. Voilà, c'était un assez grand moment pour le groupe aussi. Ça concrétise pas mal de choses. Ça demande de formaliser pas mal de choses aussi pour la rédaction des statuts. Donc c'est des sacrées soirées de discussion intéressantes qui cadrent bien les choses. Tu veux continuer ? Allez, ouais. Après l'achat, du coup, on a fait les chantiers participatifs de démolition, parce que comme on disait qu'on fait beaucoup d'autoconstruction, la démolition, on se l'est gardée pour nous. Donc entre juillet et septembre 2019, on a fait ça. Alors, je vois qu'il y a une question. Serait-il possible d'avoir une idée du montant de l'achat ? Ce n'est pas indiscret, non, et on l'a eu à pas cher. On a acheté tout ça à 80 000 €. Donc, c'est vrai que par rapport à plein d'autres groupes, c'était bien parce que ça ne nous a pas plombé le budget. Et on a pu l'avoir pas cher parce qu'il était en mauvais état et parce que l'association voulait le vendre depuis longtemps et galérait à le vendre. Les premières mises à prix du lieu étaient, plusieurs années avant que nous on s'y intéresse, étaient autour de 300 000, plus de 300 000 €. Donc, si vous voulez faire baisser le prix du foncier, que vous connaissez des gens qui squattent des maisons, c'est pas mal. Et on parle de combien de mètres carrés là du coup sur la propriété ? On parle d'environ 1000 mètres carrés de surface planchée, entre les hangars, les ateliers, ce qui va devenir les logements. Donc 1000 mètres carrés de surface planchée et 1 hectare 7 de superficie de parcelle, 1 hectare de forêt et puis le reste en prairie et là où il y a les bâtiments. Et puis on avait fait une bonne négociation, voilà. On savait qu'ils avaient hâte de vendre pour passer à autre chose, ils avaient besoin d'investir ailleurs. Donc, voilà. Et on nous demande aussi quelles compétences internes au sein du groupe. Il y a pas mal de choses. Juridique, financier, on apprend sur le tas. Ouais, il n'y avait pas de compétences préexistantes en comptabilité ou gestion. Si ce n'est que tous les deux, par exemple, on travaille à notre compte, donc c'est pas de la grosse gestion d'entreprise, mais on a déjà un peu mis le nez dans de la comptabilité, ou dans des assos. Dans plusieurs assos, donc ça avait un peu entraîné tout ça, mais gérer une asso ou gérer une SAS, c'est vraiment différent. Et rédiger les statuts d'une coopérative et tout ça, ça on l'a appris sur le tas, et puis grâce aussi au réseau, merci les cohabitants, Abicop et tout ça, parce que sans ça, on serait galère quand même de prendre tous les documents administratifs. Mais par contre, il y a pas mal de compétences au niveau construction. On vous expliquera un peu pour le chantier après, mais donc ça, c'est pas mal. Non, on peut continuer. Donc, pour reprendre le fil, on a déposé notre permis de construire en mars 2020, à l'issue des ateliers qu'on a fait avec l'architecte. Et on l'a obtenu en octobre 2020. Ça a pris pas mal de retard avec le confinement. En automne-hiver 2020, on a proposé l'appel d'offres à pas mal d'artisans pour tous les lots de chantier. On a reçu les offres après janvier.
Et décembre, on a obtenu notre agrément PLS. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît ça, mais du coup, c'est un prêt locatif social avec des très bonnes conditions, parce que c'est financé par la Caisse des dépôts, tout ça. Donc, ça nous permet d'avoir un prêt sur très longtemps. On va emprunter sur 40 ans. C'est un prêt groupé, comme on est en coopérative, donc ce n'est pas chaque famille qui emprunte, mais vraiment la SAS. Et donc, ouais, dans les avantages, il y aura exonération de taxes foncières pendant 25 ans. Le taux qui est très bas, ben, en fait, c'est que Olivier Sansetti nous a envoyé un mail pour dire que finalement c'était 25. Donc, enfin, voilà, pas mal d'avantages fiscaux, tout ça. Et on a failli pas l'avoir parce que le ministère a décidé que c'était pas bon pour les coopératives. C'était pas compatible, mais finalement, on l'a obtenu. Donc, c'était chouette. Ouais. Ça, c'était une sacrée bataille menée par Habitat Participatif France et Abicop de lobbying auprès de la DHUP, du ministère du Logement, pour qu'ils arrêtent de refuser le PLS aux coopératives. Ils en ont accordé beaucoup, et depuis un an, il y a eu un changement de doctrine, et les PLS étaient plutôt refusés aux coopératives. Donc on est très content de l'avoir obtenu. C'était une belle victoire pour nous et pour le réseau. Et pour le coup, là, ouais, du juridique, du financier, on en a mangé pendant plusieurs mois, donc on était content de l'obtenir. C'était une belle victoire après des mois de galère. C'est clair. Et puis, ça conditionnait aussi tout le financement du projet, quoi. On avait quand même basé là-dessus le plan de financement sur l'obtention du PLS. C'est-à-dire qu'avec un prêt libre, alors peut-être que le projet aurait pu se faire quand même, mais pas du tout dans les mêmes conditions. Notamment, les loyers auraient été plus élevés, donc ça voulait dire peut-être que certaines familles auraient eu du mal à suivre. Donc, ouais, ça mettait à mal quand même vraiment l'essence du projet si on n'avait pas pu avoir ce prêt-là, quoi. Et puis l'agrément PLS, c'est aussi une reconnaissance du fait qu'on fait du logement social. Pour de vrai, on produit du logement social et du vrai logement social tamponné par l'État. Noël, pour ta question, tous les 8 foyers de Casanoë sont sous plafond PLS. Et donc, ouais, pour plein de choses, c'était vraiment une belle victoire. Et il y a une question, avez-vous fait appel à un notaire en plus de l'accompagnement ? Non, on a eu affaire à des notaires pour l'achat, évidemment, et ça nous a pas mal vaccinés. On n'a plus trop envie de faire affaire avec les notaires. Il y en a qui sont bien, mais ceux qu'on a croisés, c'était pas... Ouais. Et en tout cas, pour le dépôt des statuts de la SAS, on l'a fait sous seing privé, comme ça s'appelle, donc on l'a déposé nous-mêmes, et on a fait tous les papiers, tout ce qu'il fallait pour créer une société. C'est souvent pour ça qu'on fait appel à un notaire. Nous, on voulait s'en passer. Et on a rédigé une notice de comment il faut faire pour créer et monter une SAS coopérative avec toutes les étapes, tous les allers-retours qu'il faut faire avec le tribunal de commerce, avec tous ces sympathiques organismes. Donc on a pris des notes de ce qu'on a fait, et ça a déjà servi, je crois, à un autre groupe sur Clisson ou je ne sais plus où. Et ça avait marché aussi, donc la notice était correcte. Et c'est des notices qu'on peut retrouver où, du coup ? Je ne sais pas si on l'a publié sur notre site. Si ce n'est pas le cas, c'est une erreur. Et donc, ouais, je peux me noter de la remettre en forme et puis de la publier plus largement. Et puis là, dans les gens qui nous écoutent, peut-être que tout le monde n'est pas sur le statut de coopérative, mais en tout cas, pour ceux qui le sont, avec Abicop, il y a vraiment cet esprit de partage de documents administratifs. Et c'est super parce que du coup, il y a une mailing list, il y a un espace pour mettre des documents et tout. Donc, on peut demander aux autres groupes de nous donner l'exemple de ce qu'ils ont fait. Et vraiment, on a envie de contribuer à ça parce qu'on sait que c'est galère de le faire. Et vraiment, ça fait gagner du temps et de l'énergie si on peut s'inspirer d'autres groupes. N'hésitez pas en tout cas à nous demander si vous avez besoin. Et pour le dépôt d'une société, ça fait aussi gagner 3 000 € de se passer d'un notaire. Ce qui est pas mal. Voilà. Et pour reprendre le fil de l'historique, c'est ça, après cet agrément PLS en décembre 2020, on a commencé les travaux dès le lendemain. Enfin, ils étaient déjà commencés avant, mais le début des travaux avec artisans, avec une vraie déclaration d'ouverture de chantier à la mairie, et tout ça, c'est depuis janvier 2021. Parce que, ouais, pour l'anecdote, le PLS, non seulement c'était un stress sur le financement, mais en fait, on n'avait pas le droit de commencer officiellement les travaux, notamment avec les entreprises, tant qu'on n'avait pas l'agrément. Donc, enfin voilà, tout ça a fait que ça prenait du retard, on attendait. Donc, enfin, quand on l'a eu, on a pu lancer les choses officiellement. On peut passer à la suite. Après, c'est le prévisionnel, donc en espérant que ça se passe comme ça, même si on a déjà pris du retard. On vient de modifier il y a 2 jours les dates parce qu'on était trop ambitieux. Mais on espère qu'en juin, mais ça, normalement, c'est bien parti, on devrait obtenir le prêt bancaire, parce qu'après l'agrément PLS, il a quand même fallu aller voir la banque et tout ça, monter le dossier. Donc, on devrait vraiment avoir le déblocage des fonds pour juin.
fin juin, on va dire. Et on espère entrer dans nos logements et terminer les travaux l'hiver 2022-2023. On verra si tout se passe bien. On est au Crédit Mutuel de Nantes. Ça, on n'a pas fait plein de banques pour comparer, c'est les cohabitants qui nous a conseillé. En fait, quand on obtient l'agrément PLS, on n'a pas le droit d'aller voir n'importe quelle banque, il n'y en a que quelques-unes qui ont l'agrément. Donc c'est les grosses banques, je ne sais plus, il y a Crédit Agricole, Crédit Mutuel, ça. Et le Crédit Mutuel avait déjà financé une coopérative d'habitants à côté de Nantes, le prêt commun. Donc Olivier Sansetti avait déjà contact avec eux, ça se passait bien. Et c'est vraiment une histoire de personnes. Dans l'Ouest, apparemment, le Crédit Agricole ne finance pas les coopératives d'habitants. Et à l'inverse, en Rhône-Alpes, il cause plutôt au Crédit Agricole et le Crédit Mutuel ne veut pas trop avoir affaire à ça. Donc c'est vraiment, est-ce qu'il y a eu du lobbying de fait auprès des responsables de la banque dans la région? Est-ce qu'il comprend ce que c'est de l'habitat participatif et des coopératives d'habitants? Donc il y a tout un boulot de lobbying qui avait été fait avant et qui porte ses fruits parce qu'on est très bien reçu au Crédit Mutuel. Ça me fait bizarre de dire du bien d'une banque, mais on est bien reçu. Bah, il comprend bien de quoi en cause, en tout cas, il n'y a pas besoin de refaire un schéma à chaque fois. Et pour ta question... Juste sur ce sujet banque, de prévenir qu'à l'AG d'HPO, là, on va partager une bonne nouvelle concernant un partenariat en cours avec le Crédit Agricole, où ça fait un an qu'on a été à travailler avec eux pour essayer de financer les projets d'habitat participatif. Et c'est en train de se faire avec tout un processus, un dossier qui permettra de répondre à tous les projets, y compris les coopératives d'habitants. Super. C'est... Ah, génial. Bravo. Ça fait partie des bonnes nouvelles du réseau qu'on partagera à l'AG. Vous l'avez en avant-première. Parce que c'est un des points difficiles dans l'habitat participatif, c'est le financement, évidemment. Et du coup, avoir un bon interlocuteur qui comprend ce qu'on fait, c'est vraiment un plus. Merci d'avoir bossé là-dessus. Et Noël, tu auras la réponse à ta question plus tard. dans la suite du document sur le pourcentage d'apports initiaux, le financement du projet. On a détaillé un peu ça. Ensuite, c'était sur la constitution du groupe. Là, on a refait le fil un petit peu. C'est que, effectivement, Emeline disait pour que vous vous rendiez compte de qui était là au début, entre le groupe final et puis le groupe du début. Donc, comme on disait, ça a commencé au printemps 2017. Donc, il y avait Julien et moi et Bruno, qui est le père de Julien. On a visité d'autres habitats participatifs de la région. Ça nous a donné envie. Et donc, suite à ça, il y a un premier groupe qui s'est créé pas mal par le réseau associatif, les AMAP, tout ça localement. Et puis aussi les RNHP qui avaient eu lieu à Nantes. Ça nous a permis de rencontrer des gens. Et en fait, au bout d'un an à peu près, le groupe s'est séparé parce que finalement, on n'avait pas envie des mêmes choses. Et donc après, du coup, il y en a d'autres comme vous qui êtes revenus dans l'histoire. Et petit à petit, d'autres gens se sont mis dedans. Et au final, c'est là, maintenant, en avril 2021, qu'on a réussi à être complet, parce que jusqu'à Noël, là, il manquait encore 2 foyers. Donc, il y a Anne-Sophie et Sébastien qui nous ont rejoints. Et là, ça y est, on est 8 foyers. Donc, on a 11 adultes, 6 enfants et 4 ados, jeunes adultes, qui sont là par intermittence. Mais voilà, donc du tout début, il n'y a pas tant que ça de monde. Ça a pas mal évolué, bougé. Mais bon, je pense que ça, dans tous les groupes, c'est le cas. Donc, projet humain, ça bouge, voilà, en fonction des affinités, des rencontres et des projets de vie. Projet humain. Voilà. Ça, c'est hyper long le texte. Ouais, mais... est-ce qu'il faut lire ça? Pas forcément, mais en fait, c'était juste que, oui, notamment avec toutes ces histoires de groupes qui se rassemblent, qui se séparent et tout ça, on s'est rendu compte assez vite que, en fait, dans la liste des valeurs, notamment par exemple l'écologie, on avait vraiment mis ça en avant. Mais finalement, c'est vraiment un projet humain en premier lieu. Donc, si l'humain, ça ne fonctionne pas, il n'y a rien qui fonctionnera. Et donc, parce qu'on a croisé notamment des personnes qui étaient très à fond sur l'écologie, très, très, très exigeantes. Mais du coup, c'était très compliqué de discuter en réunion pour se mettre d'accord, etc. Donc, on a décidé d'essayer de soigner cet aspect-là, le groupe. Et puis, le reste venait après, mais en se disant, on a tous envie sur l'écologie, par exemple, de faire au mieux. Mais il ne faut pas non plus être bloqué sur des choses... à tout prix et être dogmatique, il faut apprendre à discuter et puis garder de la souplesse. Donc voilà, donc en plus de l'humain et du côté groupe, donc l'aspect écologique qui quand même bien évidemment nous concerne et puis on essaye de faire au mieux en fonction des situations. Depuis le début, on avait envie d'un groupe intergénérationnel, de vraiment mélanger les générations. Puis on a réussi, vous verrez tout à l'heure, on a remis les âges.
Solidarité, notamment financière par le statut de coopérative d'habitants. Là, chacun met à peu près ce qu'il peut. Le fait de s'investir chacun à sa manière et à hauteur de ses possibilités. On comptabilise vraiment pas le temps qu'on passe et voilà, chacun fonction de ce qu'il aime faire, de ce qu'il est capable de faire et a envie de faire. Faire ensemble, partager, transmettre les connaissances, les compétences. Ouvrir sur l'extérieur, ça, c'est vrai que ce genre de projet peut amener à être un peu entre soi, mais depuis le début, pareil, on a envie de rayonner autour et ça marche assez bien, notamment parce qu'on est quand même pas mal habité dans le coin depuis un moment. Et donc, on a des liens avec des assos. Il y a quand même la ZAD qui est juste à côté aussi. Donc, il se passe plein de choses sur le territoire. Donc, ça, c'est assez chouette. Depuis le début, on a réussi à Et pour collaborer. la plupart des personnes du groupe, on a déjà notre réseau local sur place, quoi. Et ça aide aussi vraiment à plein de rencontres, à plein d'échanges. Et puis, il y avait une personne du groupe qui habitait déjà sur la commune aussi, donc pareil, qui avait des liens amicaux, associatifs et tout ça. Et projet social, alors là, c'est pas du tout abouti encore, parce qu'on verra ça après, mais on a quand même tous envie, on avait tous envie de faire bénéficier du projet à des personnes qui étaient en difficulté. Donc après avoir réfléchi un petit peu, on penche sur l'idée d'accueillir des femmes victimes de violences conjugales avec ou sans enfants. Donc proposer un logement pour accueillir ces personnes-là en partenariat avec une association, parce que par contre on sait que c'est compliqué à gérer tout seul. Mais voilà, peut-être en habitat léger, type mobile home, si ça le fait, mais on a déjà pris contact avec des associations à Nantes là-dessus. Voilà, ça viendra dans un second temps. Top. Eh ben, c'est la transition photo. Voilà. Ouais, petite transition photo, et ça permet de répondre à Christine qui demande si on a fait une sorte de casting. Alors je crois qu'on a des diapos là-dessus un peu après, mais on n'a pas fait de casting, on n'a pas de feuille de critères et on n'a pas de super liste d'attente. Les rencontres, enfin ça s'est vraiment fait par le réseau. Tous les gens qui sont arrivés ou repartis, il y avait toujours des amis d'amis ou de liens associatifs ou liens quelconques, et ça s'est fait plus ou moins naturellement comme ça. Puis au feeling à chaque fois, parce qu'on a essayé à un moment donné, sur la fin, quand il reste plus beaucoup de place, il y avait quand même le critère de l'argent, parce qu'à un moment donné, il fallait que le budget soit bouclé. Et on s'était posé la question, quels âges ils voudraient mieux et tout ça, puis en fait on n'a pas réussi, parce que je pense que ça ne nous ressemble pas trop, là, de mettre des critères trop précis. Donc on s'est laissé un peu porter par... On peut continuer la transition photo, parce qu'il y a plusieurs transitions photo. Mais on parle un peu après de notre, allez, appelons ça le processus d'inclusion, ou la façon dont des nouvelles personnes arrivent dans le groupe. On a essayé de formaliser ça après avoir bien fait ou mal fait certaines rencontres. Et on a essayé de cadrer un peu tout ça. Toutes les photos que vous voyez, c'est sur place, c'est dans notre salle commune, c'est les chantiers, on fait bosser un peu les enfants. Un peu, quand on y arrive. On leur fait jouer de la musique aussi. Ah oui, on passe sans transition, on passe aux coopératives d'habitants. C'est pour préciser un peu les spécificités d'une coopérative d'habitants par rapport à d'autres formes d'habitat participatif. Les coopératives, c'est quelque chose qu'on retrouve pas que dans le logement, on retrouve des coopératives agricoles, des coopératives ouvrières, les SCOP, des coopératives de consommateurs, je crois. Enfin, plusieurs formes de coopératives qui ont tout un peu les mêmes principes, c'est que une personne, quelle qu'elle soit, égale une voix dans les prises de décision, et on sépare la voix, le nombre de voix de l'apport qui a pu être fait financier. C'est pas la personne qui a mis le plus d'argent qui a le plus de voix ou le plus raison. Ça change du reste du monde quand même. C'est vrai. Dans les spécificités des coopératives d'habitants, c'est la volonté de déconnecter le bien immobilier du marché, d'en faire un projet anti-spéculatif. Ça, c'est quelque chose qui est écrit noir sur blanc dans les statuts déposés de la SAS, que la valeur de la part sociale ne peut pas être doublée, triplée, même si Fête Bretagne, ça devient super tendance et qu'on pourrait revendre la Noé à 10 millions d'euros. En fait, si moi j'ai mis 10 000 euros dans le projet, je récupérerais 10 000 euros, grosso modo. Et ça change pas mal de choses aussi par rapport au logement. C'est quelque chose qui n'est pas forcément possible dans d'autres formes d'habitat participatif, de bloquer la valeur d'un bien.
Et une coopérative d'habitants, c'est une propriété collective. C'est la SAS qui est propriétaire de l'ensemble des logements du bâtiment. Et à titre individuel, mon foyer, on sera locataire de notre maison-appartement. Le foyer de Diane sera locataire aussi. Donc on a une espèce de double casquette, propriétaire collectif et locataire individuel. Ça fait parfois des nœuds dans le cerveau quand il faut réfléchir notamment aux histoires de sous. Moi, j'aimerais bien que mon loyer soit le plus petit possible, mais en tant que gestionnaire d'une coopérative, j'ai envie que la trésorerie soit correcte. Donc, il faut trouver le compromis entre tout ça. On a une petite question qui nous demande qu'est-ce qui se passe au niveau de solidarité si un foyer n'est plus solvable. On l'expulse sous 15 jours au grand maximum. Déjà, au niveau solidarité financière, quand même, tout le monde ne met pas le même apport, parce qu'il y a même dans certaines coopératives, l'apport, il est à peu près calculé sur la taille du logement, etc. Là, nous, on n'a vraiment pas fait ça. En fait, chacun a mis ce qu'il pouvait mettre. Donc, on a des gens qui ont mis beaucoup, on a des gens qui n'ont pas mis du tout. Voilà. Après, on n'avait plus la possibilité de faire ça sur les derniers entrants parce qu'il fallait boucler le budget, mais on a déjà une grosse différence d'apport personnel. Et après, sur les loyers, par contre, ils vont être calculés sur la surface de chaque logement. Mais on provisionne déjà la SAS, de toute façon c'est recommandé, obligatoire, de provisionner pour la vacance et les impayés. Comme tout bailleur, ça peut arriver que le locataire ne paye pas son loyer, donc on met de l'argent de côté, on fait de la trésorerie tous les mois pour ça. C'est calculé dans le plan de financement. Et on a même décidé, nous, justement, d'essayer d'avoir le plus de trésorerie possible en passant le prêt à 40 ans, parce qu'on avait la possibilité d'avoir 35 ou 40, en se disant, justement, ça, si jamais quelqu'un ne peut pas payer son loyer, on n'est pas un bailleur classique avec un inconnu, on n'aura pas envie de mettre la personne dehors. Donc, on se dit qu'on essaiera de gérer à ce moment-là, mais normalement, la coopérative devrait pouvoir faire face parce qu'elle aura un peu de trésorerie. Et puis, d'adapter les loyers aussi, parce que les loyers sont revotés chaque année. Donc, on peut décider pour un an que c'est tant, et peut-être l'année d'après, pareil, on s'était dit, est-ce qu'on verra le moment venu, mais peut-être si quelqu'un a une difficulté qui est arrivée, qui a perdu son emploi ou je ne sais quoi, peut-être baisser son loyer, et qu'il n'ait pas le même taux au mètre carré que les autres, c'est une possibilité, si jamais la personne ne peut pas payer. Voilà, pour répondre à la question. On peut reprendre sur le schéma de la coopérative d'habitants. Tous ces schémas, ils viennent de Abicop, qui fait un beau boulot de documentation de tout ça. Abicop, on en a parlé souvent. Abicop, c'est la Fédération française des coopératives d'habitants. C'est une structure nationale et c'est vraiment spécifique aux coopératives. Donc pour expliquer vite fait le schéma, le groupe d'habitants, c'est nous. On paye une redevance. On appelle ça une redevance. C'est un loyer plus une part d'épargne qui sert à constituer cette fameuse trésorerie. On paye tout ça à notre SAS, dont on est nous-mêmes sociétaires. Et c'est la SAS qui souscrit l'emprunt, qui rembourse l'emprunt, qui fait ces fameuses provisions d'impayés de vacances, des provisions pour les gros travaux, et qui assure toutes les charges de propriétaire comme un bailleur classique, qui paye en plus son adhésion à la fédération. C'est le document Abicop, alors ils n'oublient pas de dire qu'il faut payer son adhésion. Et le groupe d'habitants, individuellement, on paye nos charges de locataire, on paye notre eau, notre élec, notre assurance de locataire, on paye notre chauffage, tout ça. Dans notre cas, il y a des choses qui sont un peu collectivisées, en tout cas le chauffage commun, donc on va tous se payer ça en commun, mais ça fait partie des charges de locataire. Voilà pour ce schéma. Montage financier, ça va répondre à la question qu'il y avait plus haut. Pour le budget global, on est à environ 1,6 million d'euros, donc ça fait quand même une belle somme. Peut-être ça va bouger, parce que je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais c'est la crise en ce moment, et du coup, il y a une grosse augmentation de prix de matériaux. Il y a des matériaux de moins en moins disponibles et dont le prix augmente. Donc, on est en train de réfléchir à compléter le budget, parce qu'il va sûrement augmenter un peu. Mais en l'état, pour le financer, on a donc un prêt PLS d'1,2 million d'euros, et donc sûrement un prêt libre à compléter. Et pour les fonds propres, les coopérateurs habitants, on a tous ensemble mis 350 000 euros. Et on a aussi des apports de coopérateurs extérieurs, parce que la coopérative, ça permet ça. Les futurs habitants prennent des parts dans la coopérative. Mais on peut aussi avoir des coopérateurs qui n'habiteront pas sur place. Et nous, on a 2 personnes là, qui ont mis chacune 40 000 et 10 000 euros. C'est de l'argent placé, c'est comme prendre des actions dans une entreprise. Et ils pourront les récupérer un jour. Alors après, il y a du délai, mais voilà, c'est un placement. C'est des gens qui sont des proches, des très proches des gens du groupe.
qui ont de l'argent de côté et qui souhaitaient soutenir le projet. Et on est content, ça vient bien compléter les choses. Ouais, c'est une belle marque de soutien aussi. On n'est pas tout seul à faire ça, en fait. Il y a tout un réseau autour de nous et ça fait plaisir de le voir aussi. Parce que oui, on a mis vraiment les gros apports, mais c'est vrai qu'il y a aussi 2 autres personnes qui ont mis 100 € par exemple, c'est symbolique, mais du coup, des gens qui se sentent vraiment investis dans le projet, et qui viennent au chantier, tout ça. Donc, c'est pas mal aussi. Un petit listing socio-économique. Non, sociaux. Des âges. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a même pas d'argent. Donc, on a 8 logements qui sont occupés par, je vous laisse lire aussi, mais par des personnes seules, des personnes seules plus âgées, retraitées, des personnes seules avec enfants. On a 3 couples. 2 couples qui ont des enfants en moyen bas âge, 4-6 ans, 4-8 ans, et un couple qui a des enfants plus grands, post-ado, dont un qui habite encore, peut-être qu'il sera plus là, peut-être qu'il sera encore là, on ne sait pas trop. Donc c'est assez varié, ça va de 4 à 65 ans. Et ça faisait partie des principes. En tout cas, on n'a pas fait de casting dans ce sens-là, ça s'est fait aussi naturellement, mais c'est assez chouette, en tout cas quand on est sur place, quand on est en groupe, en réunion ou avec les enfants, de voir les liens qui se créent entre des plus jeunes, des plus vieux. C'est très chouette. Je peux passer à la petite interview de photos. Voilà. Alors, on n'a pas de photos du groupe complet, on n'arrive pas à être tous ensemble au même moment. Donc là, vous avez tout le groupe mélangé sur les différentes photos. Mais voilà, vous nous voyez en repas, en réunion, dedans. Du coup, on peut voir que vous avez de la chance d'être dans un projet en réhabilitation parce que ça permet déjà de faire beaucoup de choses ensemble parce que vous avez à la fois des locaux pour le bricolage, une salle commune que vous avez pu retaper alors qu'on était en pleine programmation, l'archi n'était pas choisi, vous étiez déjà en train de retaper les communs en fait. Et puis, ça a permis de faire tous les ateliers là-bas, donc c'est une vraie chance, quoi. On se le dit souvent, que c'est une vraie chance de s'imprégner. Ça fait déjà plus d'1 an et demi qu'on traîne là-bas et on n'y habitera que dans 1 an et demi, 2 ans. Et d'avoir tout de suite un lieu fonctionnel pour faire la salle commune, c'était vraiment un gros plus, ouais. Bah, disons qu'on a fait plein de réunions, on a déjà fait la fête plein de fois là-bas, des repas, etc. Donc on vit sur place, ça permet de bien connaître le lieu et puis de passer plein de temps en groupe en fait. Ça fait prendre corps au groupe, vraiment, de ne pas juste faire des réunions les uns chez les autres pendant 2 heures et puis on rentre, de pouvoir avoir du temps un peu plus long, c'est super chouette et on se l'est dit plein de fois que ça aurait été plus simple et plus rapide en neuf probablement, mais on n'aurait pas eu on aurait fait des réunions assis sur des palettes et ça aurait été moins sympa. Et ce qui fait que c'est pas la corvée d'y aller, souvent on est tous super contents, c'est la colo, c'est la sortie, donc c'est chouette. Tu peux passer. Pour le fonctionnement du groupe, comme beaucoup de groupes je pense, on a des commissions de travail donc sur différentes thématiques. L'architecture, travaux, il y a 3 personnes, juridique et financier, c'est nous. Vie de groupe, 6 personnes. Vie de groupe, pour donner une idée, c'est tout ce qui concerne les repas, par exemple. C'est cette commission-là qui va faire les menus, qui va s'occuper des courses. Aussi sur les valeurs et les discussions thématiques, parce qu'on s'est rendu compte que c'était bien d'avoir des fois des temps où on n'est pas juste à parler de choses opérationnelles comme le planning de chantier et les statuts. Qu'il fallait qu'on échange sur notre vision de l'argent, du temps, comment on se positionnait par rapport aux enfants. Donc, c'est la commission vie de groupe qui va organiser ces temps-là de discussion. Et c'est aussi une commission qui essaye de veiller au bon fonctionnement et de prendre soin du groupe, de repérer s'il y a des débuts de tension à droite à gauche et puis d'essayer de désamorcer tout ça. Donc, c'est gestion des conflits et tout ça. En tout cas, tout ce qui concerne les temps festifs, mais aussi la gestion des problèmes. Et il n'y a pas eu de formation collective pour répondre à la question de Claudine. On n'a pas fait ensemble une formation CNV ou une formation je ne sais pas quoi, Crassi. Mais du coup, certaines personnes du groupe ont fait avant ou pendant la vie du groupe ont été se former ou se renseigner sur un peu des techniques de gouvernance, de discussion et tout. Mais c'est pas le sujet sur lequel on est plus. On n'est pas très fort. Enfin, on n'est pas très fort. C'est pas le truc sur lequel on est spontanément allé. Donc c'est vrai qu'on a un peu de mal à rédiger une charte,
la raison d'être, tous ces trucs-là, on a eu du mal, on n'a toujours pas fait d'ailleurs. On n'arrive pas bien à théoriser tout ça. Ouais. C'est un truc assez partagé dans le groupe. C'est notre fonctionnement en tout cas, mais on bloque dès qu'il y a trop de théories sur la vie d'un groupe, mais on essaye de... Après, on se dit que peut-être, ouais, parce que ça se passe bien au final, mais on se dit quand même qu'il faut se méfier que ça se passera pas toujours bien et que ça peut être pas mal de mettre des choses en place et d'y réfléchir, mais c'est pas forcément facile, c'est pas toujours le truc qui nous attire le plus. Est-ce qu'on a... Et l'accompagnateur, si, nous l'ont proposé, Emeline, je t'entends rigoler, mais on n'a pas été super réceptifs, je crois. Mais bon, disons que vous en avez pas ressenti le besoin à ce moment-là. Nous, dans l'accompagnement, c'est vrai qu'on l'a proposé. Après, voilà, les groupes en ressentent le besoin ou pas. Après, c'est quand même un groupe qui se réunit. Enfin voilà, là on le voit. Après, vous allez le détailler, mais quand même très régulièrement. Donc il y a quand même beaucoup de communication, je pense, entre vous. Donc, ça passe beaucoup par l'oral, sûrement plus que par l'écrit. Et puis voilà, quand vous en ressentirez le besoin, voilà. Non, ça a plus été par exemple pour les processus d'entrée. Enfin voilà, on a amené des choses quand il y avait des besoins comme ça qui s'exprimaient. Mais nous, on n'est pas là pour imposer. Mais voilà, aussi, on a suggéré des choses. Après, c'est au groupe de... En tout cas, ouais, sur ce truc de processus d'inclusion, on a ressenti le besoin un peu de se faire accompagner là-dessus et de quand même mettre des mots, de théoriser un peu le truc. Et ça s'est fait avec toi, notamment, Emeline. Là-dessus, ouais. Après, et sûrement, on en ressentira le besoin peut-être un an ou 2 ans après l'entrée dans les lieux de rebrasser tout ça, quoi. Mais pour l'instant, comme tu dis, ouais, ça s'est pas fait dans l'histoire du groupe. Et transition avec ce que tu disais pour notre fonctionnement, effectivement, on se voit beaucoup. Là, avant, on faisait des réunions plutôt le soir en semaine, mais avec le couvre-feu et tout ça, c'était compliqué. Et puis, donc, on a choisi de faire un week-end sur 2. En fait, on passe un week-end là-bas, à Casanoë. En général, on prend un temps de réunion le matin, samedi matin, par exemple. Et puis, sauf si on a besoin vraiment... parce que des fois, sur des gros sujets, on va passer la journée presque à faire des grosses réunions sur des grosses thématiques pour choisir nos fenêtres, par exemple. Enfin, voilà, il y a eu plein de sujets comme ça. Et sinon, le reste du temps, on va faire du chantier tous ensemble. Donc, en général, on vient en famille. Donc, il y a les enfants, tout ça. Et puis chantier, l'équipe chantier nous propose des tâches, à nous dire faut qu'on profite comme on est tous là, faut qu'on installe un abri pour mettre les matériaux, faut être 10 parce qu'il faut tendre la bâche, tout ça, on va faire ça à ce moment-là. Entretenir le terrain aussi, parce que du coup, comme on a un terrain, il faut l'entretenir aussi, donc ça peut être la tonte, le débroussaillage, trucs comme ça. Mais donc, on passe pas mal de temps sur place, et puis c'était l'idée de ne pas faire que de la réunion, avoir du coup, à chaque fois, sur ces week-ends-là, on a des repas ensemble. On passe vraiment du temps, donc il y a le temps de discussion en réunion plénière, mais il y a aussi des temps informels qui sont vraiment importants et chouettes. En petits groupes, en grands groupes, les âges mélangés, tout ça, ça permet vraiment de se voir et de vraiment maintenir le lien, quoi. Et on essaye de mettre en place donc, une réunion vie de groupe tous les 2 mois. Là, je disais, c'était ces réunions thématiques. Donc, des fois, ça saute quand on n'a pas trop le temps, mais dans l'idée, c'était ça. Et il y a une réunion de suivi de chantier toutes les 2 semaines. Parce que du coup, comme on disait, il y a beaucoup d'autoconstruction. Et il y a donc, là, vous voyez, lundi, mardi, jeudi, vendredi, il y a toujours entre 3 et 6 personnes qui travaillent sur le chantier. Parce qu'en gros, ça travaille tous les jours sur le chantier, là-bas, sur place, avec ou sans artisans. Mais donc, il y a vraiment une équipe de gens qui ne travaillent pas ou peu à côté et qui peuvent venir sur le chantier. Donc, il y a des bras qui sont là. Et puis, il y a les artisans, l'architecte qui viennent pour la réunion suivie toutes les 2 semaines. Et à propos de l'autoconstruction, du coup, peut-être c'est un peu tôt, mais est-ce que vous rémunérez les personnes qui font de l'autoconstruction, ou est-ce que vous avez trouvé... Une bonne question. Au début, non. On était parti pour non, et puis sur les 3 personnes notamment qui passent quasiment 4 jours semaine à bosser, il y en a 2 qui sont retraités, donc ils sont rémunérés par l'État, c'est bien. Et il y en a une autre qui était salariée avant, et du coup qui bosse plus, et qui est en fin de droit chômage, et du coup s'est posé la question de la rémunération, et on a trouvé un fonctionnement entre nous pour rémunérer un petit peu cette personne-là. Sinon, elle aurait dû chercher du boulot ailleurs, et nous, ce qui nous intéressait, c'était d'avoir des bras au maximum. Voilà. Des bras, et puis comme c'est en plus lui
mon compagnon, parce qu'il a pas mal de compétences, et puis il a pas mal géré avec les artisans. C'est vrai que le reste de l'équipe disait, bah ouais, mais si du coup, t'es pas là pendant 3 jours de la semaine, vraiment, on va prendre du retard, ça va être compliqué. Donc, on a essayé collectivement de trouver la solution qui soit la meilleure ou la moins mauvaise. Oui, parce que c'est pas juste des bras, c'est des bras et un cerveau qui a suivi des devis artisans et qui sait faire plein de trucs. Et puis après, ça posait quand même la question de si on rémunère, parce que toi, tu y vas assez souvent aussi, lui, pourquoi pas toi, tout ça. Donc, on a essayé de vraiment bien causer ensemble. Je ne sais pas si on est allé au bout du truc, mais parce qu'au tout début, ça nous faisait bizarre, ça, parce qu'on disait, dans ces cas-là, pourquoi on rémunère pas ceux qui font la compta, pourquoi on rémunère pas ceux qui gardent les enfants quand il y a besoin. Mais là, c'était vraiment spécifique parce que c'était soit le rémunérer un peu, soit perdre la possibilité qu'il puisse être là pour le chantier. Et on a quand même coupé en deux. Il ne sera pas payé toute la semaine. Quand il vient toute la semaine, il y a des jours de bénévolat et des jours payés. Parce que de se dire, j'ai pas envie, enfin, ce qu'il disait, qu'il n'avait pas envie d'être payé tout le temps et d'être un salarié, alors que nous, on faisait tous du bénévolat. C'est un sacré sujet dans tous les groupes qui font de l'autoconstruction. Que vous avez admirablement bien géré, on dirait. Pardon ? Que vous avez admirablement bien géré, on dirait. Je sais pas. On verra si on se fait attendre. C'est en compromis. C'est en cours, ouais. Il faut trouver un compromis, ouais. Mais c'est toujours... Il y a vraiment un truc à faire gaffe là-dessus. On a tendance à vouloir rémunérer le travail visible et en fait, il y a vraiment plein de boulots moins visibles, invisibles dans tous ces projets-là, quoi. Une personne qui garde les enfants pour que le conjoint ou la conjointe aille bosser ou aille faire de la compta ou machin, bah c'est un boulot aussi. Et c'est vraiment dur de savoir qu'est-ce qu'on rémunère, qu'est-ce qu'on rémunère pas. Et de vraiment prendre conscience de tous les boulots qui sont faits pour que ce genre de projet aboutisse, quoi. C'est pas juste transpirer, porter des trucs lourds, quoi. Il y a vraiment plein d'autres choses. Donc c'était pas un choix simple. Ça a pris plusieurs réunions pour être clair et ouais. Et puis il y avait aussi la question à un moment, parce qu'il y a des foyers monoparentaux aussi, avec des enfants, des couples avec des enfants. Donc à un moment, il y avait le sujet de l'investissement de certains qui est moins possible, parce qu'on travaille, on a des enfants, on n'a pas de conjoint, donc c'est pas facile d'être à la fois sur place et dans le projet et de tout faire le reste quand on est tout seul. Et puis en fait, il y a plein de choses qui sont... parce que c'est des sujets qu'on a pas mal brassés, parce que voilà, je sais pas si vous vous rendez compte, mais on fait quand même beaucoup de choses nous-mêmes, on passe beaucoup de temps sur place, donc ça nous prend beaucoup de temps et d'énergie. Après, c'est un truc qu'on a envie de faire parce que c'est vraiment chouette. Mais par moment, il y en a quand même certains qui s'épuisent un peu, qui s'approchent de la limite. Donc à chaque fois, on essaye d'en rediscuter, comment faire pour que ce soit pas tous sur les mêmes, tout ça. Après... je crois que c'est aussi dans la vie en général, tout le monde est différent, on n'a pas tous les mêmes capacités de sommeil, enfin des besoins de sommeil différents, des capacités à fournir beaucoup ou moins de travail, tout ça. Donc c'est vrai qu'assez vite, nous on s'est dit qu'il faut aussi respecter ce truc-là. Quelqu'un qui n'arrivera pas à faire plus, ben, on ne va pas le culpabiliser, c'est pas bien, t'as pas fait comme ça. Et puis il faut que ce soit avec envie à chaque fois, parce que sinon c'est compliqué. Donc, la compta, par exemple, c'est un truc qu'on s'est dit souvent. Nous, on s'occupe de ça, mais on voit bien qu'il y en a d'autres qui ne seraient pas capables de faire tout ce truc-là. C'est pas trop là. Ils ne sont pas très à l'aise sur l'outil informatique ou ils ne sont pas très à l'aise avec les chiffres. Donc, on essaye de se répartir comme ça et puis d'éviter la culpabilité et puis la comptabilisation. Là, cette histoire de rémunération, plutôt qu'une rémunération contre un travail, parce que tu as fait beaucoup de travail, on donne l'argent, c'était presque plus pour... parce que lui, ça l'empêche d'aller gagner sa vie ailleurs, on va dire. Alors que tous ceux qui peuvent quand même faire ça sur des temps où ça ne les empêche pas d'avoir une rémunération à l'extérieur, n'ont pas forcément besoin de cette rémunération. Top. Pour ce sujet-là. Je vous ai remis la slide suivante, fonctionnement du groupe. Très bien. Allez, c'est à moi de parler. Donc oui, c'est la suite du fonctionnement du groupe. Là, on parlait des réunions, des commissions, et dans le fonctionnement quotidien, il y a déjà 2 personnes qui habitent sur place, 3 personnes. Il y a un foyer monoparental et puis un retraité qui sont dans 2 mobil-homes. On a bossé ensemble pour faire des terrasses, des auvents, que ce soit confortable pour eux aussi. C'était un choix de leur part de venir sur place assez tôt. Notamment, il y en a un, c'est parce qu'il a vendu sa maison, il avait besoin de vendre sa maison pour mettre son apport. Du coup, ouais. Mais bon, ouais, ils sont contents. Et voilà, et du coup, ça participe aussi au fait que le lieu prenne corps bien avant que tout le groupe arrive, quoi. C'est qu'il y a déjà de la vie sur place au quotidien. On a aussi 2 caravanes pour
pour celles et ceux qui restent dormir après les chantiers. Ça permet d'avoir des lieux d'accueil sur place. On a Java, une chèvre et 2 chats, Cookie et Marie-Jo. Voilà, qui font partie du lieu aussi, surtout la chèvre. Surtout la chèvre, qui est très présente. Une chèvre, ça mange plein de choses, il faut se méfier. Quand on emmène nos paniers avec nos quiches pour le midi, et depuis l'achat, voire même on avait triché, on avait commencé un peu avant l'achat, mais on s'est aménagé une belle salle commune avec cuisine, toilette, salle de bain avec de l'eau chaude. On a un beau bureau avec tous les plans affichés au mur et qui est une salle où ça sent le cerveau, ça bosse bien avec les artisans ensemble là, sur tous ces plans. On a un chouette atelier de bricolage, je ne sais pas si on aura des photos tout à l'heure, qui est plutôt grand, qui fait rêver plein de monde. Et puis c'est ça, des cabanes de jardin, on a une belle cabane pour les enfants. On a mis des trampolines balançoires pour qu'on puisse faire aussi des réunions tranquilles quand il y a tous les enfants. Voilà. Le lieu prend déjà pas mal vie. Et je crois qu'on a une belle suite de photos après ça. Ouais, ça va illustrer. Voilà la cuisine de la salle commune. Donc le hangar était existant. Tout ce qu'on voit, le bardage bois, l'ossature bois était là, le toit était là, la dalle béton était là, et c'était à peu près tout, c'était vide. Donc on s'est ramené l'eau, l'électricité, on s'est ramené tous ces mobiliers. Là, c'est une vue extérieure de ce même hangar, au milieu, le mobil-home étant sur la gauche. Donc voilà ce que ça donne. Une fois qu'il y a l'électricité et des lumières, c'est vraiment chouette. Et puis on a de la chance, en fait, on a pu meubler tout ça avec plein de trucs de récup, parce que comme on a un bon réseau de gens qui est au courant qu'on a ce projet-là, dès qu'il y a des bons plans, il y a un magasin qui vide, ça, on a pu récupérer du mobilier pour la cuisine, les canapés, même la baie vitrée énorme, là, c'est un bon plan pas cher. Donc c'est cool. Une petite bière de fin de chantier avec des artisans, c'est Java la chèvre, ça c'était un beau matin d'hiver. Un espace barbecue. La photo d'après, c'est une vue d'un peu plus loin. On aperçoit la cabane des enfants, là, qui est un peu sur une plateforme dans un arbre. Voilà, une nouvelle vue du hangar, cette fois-ci en été, avec la petite balancelle. La cabane des enfants. Au loin, on aperçoit de la paille. C'est un mobil-home qui est isolé en paille. C'est une chouette technique pour rendre un mobil-home vivable l'hiver. Bien vivable, confortable l'hiver même. Il est entièrement ceinturé de paille et isolé un peu le toit et recouvert d'un bac acier qui fait pas froid dans le mobil-home en plein hiver et il fait pas trop chaud l'été. Et pour pas trop cher, même si c'est pas forcément durable là. Ouais, mais ça fait déjà un an et demi que ça tient. La version durable, c'est de faire un enduit terre autour pour solidifier tout ça. On l'a pas fait parce qu'on savait pas si le mobil-home allait rester à cet endroit-là. Mais pour pas trop cher de paille et quelques bonnes journées de boulot quand même, mais ça se fait bien. Pour du temporaire moyen terme, c'est pas mal. Ça, c'est une autre vue du mobil-home, parce qu'il s'est aménagé une petite terrasse en bois, tout ça. Et la suite, notre petit ruisseau, parce qu'on a de la chance en bas du terrain, on vous montrera la parcelle tout à l'heure sur le cadastre, il y a du coup un bois et il y a un petit vallon avec un ruisseau en bas. Donc là, ça, c'est vraiment pas loin. Et pour les enfants, notamment, c'est devenu un espace de jeu dès qu'il fait beau. Là, ils vont avec leurs bottes pêcher les écrevisses, parce qu'il y a des écrevisses dedans, faire des barrages, comme ça. Et on voit la borne du géomètre. On est presque chez nous, là. C'est un pont qui avait été installé par l'association qui gérait le centre de réinsertion. Avant, ils avaient mis en place ce pont-là avec les gens qui étaient accueillis. C'est deux poteaux de téléphone en béton qui ont été couchés. Et voilà, ça fait partie des anecdotes rigolotes sur le lieu. On peut continuer. Je te laisse parler, Diane. C'est toi qui gères ce sujet. Donc là, oui, c'était un sujet sur lequel on avait sollicité Emeline, parce qu'on était un peu perdus sur la fin pour comment bien intégrer les nouvelles personnes. Parce que c'est vrai qu'au début du projet, à chaque fois, ça s'est fait au feeling comme ça, et ça s'est souvent assez bien passé, les gens s'intégraient rapidement. Et en fait, sur la fin, en tout cas pour le milieu du projet, c'est compliqué, c'est qu'on a toute une partie du groupe qui est déjà très avancée sur la vie du groupe, le fonctionnement, et sur le projet architectural, etc., qu'on a fait tous les ateliers ensemble. Et du coup, il y a des personnes qui arrivent à ce moment-là, qui n'ont pas tout l'historique, c'est un peu compliqué.
Et on a eu le cas avec d'autres personnes avant, avec qui ça s'est pas si bien passé que ça, rétrospectivement, parce qu'on s'emballe un peu vite, je pense, dans le groupe. On aime bien rencontrer des gens, et si ça se passe bien, bah, on a envie que ça se passe bien tout de suite. Et puis, on les intègre très vite, on leur demande très vite comment ils veulent leur logement, tout ça. Sauf que quelques mois après, des fois, en fait, ça ne le fait pas tant que ça. Donc, on a eu envie de reposer les choses un peu et faire par étapes, de ne pas s'emballer dès la première réunion à dire c'est bon, vous faites partie du groupe. Et donc, grâce à Emeline, on a rédigé un petit document, un petit livret d'accueil. On en avait parlé aussi avec un autre groupe qui est à Saint-Macaire, là, près de Cholet, parce qu'ils avaient un processus qui était intéressant. On a essayé de faire un peu la même chose. Et donc, à chaque fois, ça se passait. En tout cas, on sait qu'il y a quelqu'un qui est intéressé par le projet. Ça commence par une rencontre avec 2-3 personnes du groupe. Une visite du lieu, par exemple. Ça permet déjà aux personnes intéressées de voir si ça peut coller. Et puis, aux personnes qui accueillent aussi de faire une première observation. Si tout le monde est content, on propose de rencontrer le groupe complet en faisant quelques réunions. Et puis, si ça se passe bien, assez vite, les personnes peuvent assister aux réunions plutôt comme observateurs au début, pendant 2-3 mois. Là, pour Sébastien et Sophie, c'était ça. On avait même rallongé. Nous, on avait envie de rallonger, mais eux aussi, parce qu'on se dit qu'il faut vraiment prendre le temps et pas se précipiter. Et à l'issue de ces 2-3 mois, si vraiment ça le fait des deux côtés, on peut décider et acter de dire vraiment vous intégrez le groupe et la coopérative en prenant des parts sociales. C'est vrai que c'est un truc qu'il n'y a pas au début aussi. Nous, quand on s'est rencontrés, il n'y avait pas cette contrainte financière. C'est-à-dire qu'on pouvait dire on fait partie du groupe, mais finalement, il n'y avait pas un engagement si fort parce qu'il n'y avait pas de lieu, parce qu'il n'y avait pas d'engagement financier. Là, les personnes qui intègrent le groupe aujourd'hui, on leur demande quand même de se projeter sur un logement, de faire les plans de leur logement, de verser une grosse somme d'argent. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas se précipiter à se décider en un mois. Oui, puis en plus, là, à ce stade-là, les plans étaient quand même figés parce qu'on était quand même la consultation des entreprises était lancée. Donc, il fallait aussi que les personnes rentrent dans un plan qui, à la base, n'avait pas été dessiné avec ces foyers-là, quoi. Ouais. Les plans étaient faits, mais les logements ne sont pas faits. Donc, c'est vraiment une période de transition particulière, quoi. Accueillir des nouvelles personnes dans 4, 5, 6 ans, le logement est là, il est existant, on peut le visiter, il est décoré, il est je sais pas quoi, et du coup, c'est encore une autre démarche. Là, c'était la période transitoire d'avoir bouclé le projet architectural, d'avoir déjà choisi la marque du radiateur et puis le type de sol et le truc comme ça. Mais le logement n'est pas fait, donc les gens se projettent en se disant j'ai pas choisi un truc qui arrivera que dans 2 ans. C'est assez particulier, ouais. Et puis, comme avec d'autres personnes, c'est arrivé qu'ils sont finalement partis pour d'autres raisons. Mais c'est vrai que c'était une période où, comme ils arrivent à ce moment-là, on se dit, c'est maintenant, il faut qu'ils donnent leur avis sur les logements. Donc, ils sont projetés tout de suite dans une étape très individuelle, qu'on a tous eu aussi. Mais en fait, tout le reste du groupe, on est arrivé progressivement à cette étape-là. C'est qu'on a commencé par des réflexions collectives et globales sur le projet. Et on a resserré petit à petit. Et en fait, on a même réfléchi avec l'architecte à tout le bâtiment avant d'avoir choisi nos logements. Donc, on s'est tous potentiellement projetés sur tous les espaces du bâtiment en essayant d'en faire des logements sympas. Et on a choisi après. Et du coup, là, ces personnes qui arrivent maintenant, on leur dit tout de suite, ton logement, tu le voudrais comment, la chambre, tout ça. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte que peut-être c'était un peu bizarre pour eux d'arriver comme ça sans avoir eu toute l'étape avant qu'on avait vécu. Donc, voilà. Mais du coup, les derniers qui sont arrivés, ça s'est bien passé, a priori. Faudra leur demander. Mais nous, en tout cas, c'était bien. Et puis, ce qui était chouette, c'est qu'on était tous d'accord. Parce que ça aussi, ça peut être compliqué. C'est que dans le groupe, il peut y en avoir peut-être la moitié qui aimerait bien que cette personne-là vienne et pas l'autre. Mais là, on a réussi à être tous d'accord au consensus. Donc, c'était bien. Ouais, à l'unanimité. Ouais. Autre aspect de notre projet, du fonctionnement du groupe, c'est l'autopromotion. L'autopromotion, ça veut dire qu'on n'a pas de bailleur, il n'y a pas de structure au-dessus de la nôtre pour arbitrer, pour prendre des décisions. On est promoteur nous-mêmes, ça veut dire qu'on est accompagné par les cohabitants. Ça, c'est vraiment important de ne pas faire les choses tout seul et d'avoir un relais, je trouve. On a géré l'achat du lieu, on a géré la création de la structure juridique, on a fait le choix de l'architecte, contrairement à d'autres projets. Quand il y a un bailleur, généralement l'architecte il est un peu livré avec. On gère l'appel d'offres d'artisans, on choisit nos artisans. Ça a l'air, moi j'ai pas participé à cette tâche-là, mais ça a l'air énorme et chronophage et vraiment
un travail de titan de gérer tous les devis, tous les artisans, tout ça. Mais on est aussi très content de le faire nous-mêmes et de comprendre chaque ligne de chaque devis. C'est assez satisfaisant Puis aussi. de choisir des artisans pour le coup aussi du coin, des fois avec qui il y a un bon feeling. Ouais. Et puis il y a quand même cet aspect autoconstruction qu'on va détailler après, mais il faut que ça colle bien avec les artisans Ouais. parce qu'on va bosser avec eux en général. C'était vraiment important pour nous. Ouais. Et puis on gère aussi nous-mêmes la partie gestion, compta, qui n'est pas une mince affaire aussi. Et des fois on s'est dit, oh, ça pourrait être pas mal d'avoir un bailleur qui gère cette paperasse pour nous. Mais non, on ne regrette pas ce choix de gérer vraiment beaucoup de choses nous-mêmes. Même si c'est bien aussi, parce qu'on apprend des trucs, et puis pour le coup, on sait vraiment de quoi c'est fait, quoi. On n'a pas, c'est pas, on nous dit ce sera comme ça. Et là, il faut prendre des décisions, et on sait pourquoi on les prend. Ouais, c'est un gros taf, mais qui est plaisant à faire. On peut passer à la suite. Et là, on va parler des chantiers jusqu'à la fin. De toute façon, c'est ce qui nous occupe 24/24 en ce moment. Là, d'avoir la tête tournée vers le chantier. Donc c'est une grosse rénovation, très grosse rénovation. Il n'y a pas grand-chose à garder dans ce bâtiment. Au final, il a une histoire constructive particulière. On en apprend encore aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été fait selon les règles de l'art. C'est un bâtiment qui a vraiment évolué depuis 1900, je crois, le début. Une chapelle qui avait été montée, puis c'est devenu un lieu d'accueil et c'est devenu un truc structuré d'insertion. Il y a plein d'époques constructives. Et donc on s'attaque à cette grosse réno. Il y a eu deux étapes là, qui sont notées sur cette diapo, un certificat d'urbanisme et une déclaration préalable pour obtenir un changement de destination. Ça, c'était deux étapes légales d'urbanisme qui étaient importantes pour nous, surtout le changement de destination. En fait, ça veut dire avoir le droit de faire des logements en rénovant un bâtiment qui n'était pas du logement à la base. Je sais qu'Emeline, tu avais pas insisté, mais tu voulais qu'on parle un peu de ça dans cette présentation parce que ça peut ouvrir des pistes à des groupes qui cherchent des lieux. De se dire, on ne va pas forcément construire des maisons neuves ou rénover, essayer de trouver 3 maisons à rénover côte à côte. Mais ça peut être de s'attaquer à un ancien centre de colo, à d'autres bâtiments. Ça nécessite d'avoir ce qui s'appelle légalement un changement de destination. C'est quelque chose qui peut être discuté, sonder la mairie assez vite pour savoir si c'est possible ou pas dans le PLU, dans les lois d'urbanisme local. Mais ça ouvre des pistes pour avoir des grands bâtiments à rénover pour en faire du logement. Et donc tout ça, c'est que ce soit ce certificat d'urbanisme ou ce changement de destination, c'est quelque chose qui a pu être fait avant la signature du compromis de vente. Ouais. Et on va dire chance que vous avez pu avoir du fait que on n'est pas sur un bien immobilier qui est sous tension, sinon il aurait fallu le mettre dans le compromis de vente. En fait, ils n'avaient pas passé d'annonce. Nous, on a su qu'ils voulaient le vendre par bouche à oreille parce qu'on a un ami qui travaille dans cette association-là. Ils n'avaient pas passé d'annonce. Donc, ils nous ont dit à un moment donné qu'il y avait d'autres gens intéressés. Je pense que c'était plutôt pour négocier un peu à la hausse peut-être les prix. Ou nous presser en tout cas pour qu'on se décide, parce qu'en fait on s'était mis d'accord sur le prix, je crois que c'était en septembre 2018, et on a signé les papiers, on a acheté vraiment qu'en juillet 2019. Donc oui, ça a traîné. Ça a été négocié, on a mis 5 mois à faire un compromis de vente, et après le compromis, on a mis 5 mois à finaliser l'achat. Et c'est pas nécessairement nous qui avons traîné, enfin c'était pour plein de raisons, mais en tout cas, effectivement, eux, je pense qu'ils étaient rassurés du fait qu'ils allaient s'en débarrasser. Après, il fallait voir comment ça allait se passer. Et ils étaient plutôt contents qu'on aille déjà sur les lieux, parce qu'en fait, on en a parlé de squat, mais quand nous, on a décidé d'acheter, et quand on a acheté, il y avait encore des squatteurs qui étaient revenus. Et ça, c'était un peu leur grosse hantise parce que, même nous, c'est pas marrant tant que ça, parce qu'on s'est dit, on n'a pas envie d'être ceux qui expulsent ces gens et tout ça, rentrer dans des trucs compliqués. Mais le fait qu'on soit sur place, à travailler, tout ça, ça permettait aussi d'avoir une présence et puis de marquer le fait qu'il y avait un projet qui allait se faire. Donc, dès le début, ils nous ont autorisés à venir débroussailler, faire les premiers trucs qu'on pouvait faire pour aménager un peu. Et pour en revenir à la déclaration préalable, le changement de destination, c'est aussi des choses qui peuvent être faites entre le compromis et l'achat, voire à négocier avec les vendeurs qui peuvent être mis en clause suspensive d'un achat. Donc on peut faire un compromis à 3 personnes. Nous, c'est ce qu'on a fait. On a fait le compromis à 5 personnes. On n'avait pas encore monté la SAS, on n'avait pas encore validé tous ces trucs-là. Mais on fait un compromis pour verrouiller quelque chose. Il faut que le vendeur soit d'accord, mais
et dans les clauses suspensives qui font qu'on peut se retirer du compromis, on peut mettre obtention d'un permis de construire ou obtention d'un changement de destination ou ceci, cela. C'est un jeu de négociation, il faut connaître un peu ces règles-là, mais on peut verrouiller les choses, mais prendre le temps de faire ça bien et d'être sûr d'avoir le droit de faire notre projet, parce que c'est... Mais en parallèle, il y avait quand même aussi des temps d'échange avec la collectivité ou en mairie sur justement les possibilités. Enfin voilà, il y avait vraiment le contact avec la collectivité qui était gardé, tout comme le contact avec les propriétaires, quoi. C'était un moment spécial aussi parce que le PLU était en train d'être modifié pour passer à un PLUI intercommunal. Donc en fait, on a quand même jusqu'au bout eu cette crainte de là, ça pourrait peut-être passer avec le PLU actuel. Est-ce qu'ils vont nous autoriser à le faire si c'est avec le PLUI? Parce que du coup, c'est en zone agricole et naturelle. Bon, dans l'idée, on ne rebétonne pas plus, mais ils auraient pu nous dire que du coup, non. Parce qu'il y avait des projets qui avaient été retoqués par le passé où il y avait des activités commerciales sur le lieu, genre faire un lieu pour des séminaires, des trucs comme ça, et ce n'était pas passé. Donc ouais, on a essayé de bétonner au plus pour que ça passe, avec des échanges avec la mairie notamment, parce que le maire avait déjà demandé une dérogation, je crois, sur le PLUI, qui est le droit d'habiter ce lieu-là. Mais voilà, on a essayé de faire en sorte d'être sûr que ça passe. Je passe au suivant. Ouais, c'est bon pour ça. Et donc, pour la partie architecturale, on a donc choisi Loïc Debas, notre architecte. On en a vu 5, je crois. Et pareil, à l'unanimité, on avait réussi à se mettre d'accord. Et donc, avec lui et son équipe, on a fait 4 ateliers participatifs. Il a à chaque fois invité des personnes spécialisées dans la terre, le bois, les espaces verts. Donc, c'était des journées complètes qu'on passait en groupe complet sur place. Ouais, groupe complet avec le cabinet d'architecte, enfin, une ou deux personnes du cabinet d'architecte, et Emeline, tu étais là à chaque fois, je crois. Ouais. Et c'était vraiment des chouettes moments, parce que du coup, la terre, par exemple, on a quand même fait une après-midi entière, je crois, à manipuler de la terre. On allait chercher de la terre sur le terrain, la mouiller, tout ça, pour essayer de voir comment ça pouvait réagir pour l'utiliser, pour des enduits, des choses comme ça. Le bois, pareil, on a fait une visite dans notre bois, dans notre petite forêt, pour voir un peu est-ce qu'il y avait possibilité d'utiliser certains arbres pour faire du bois d'œuvre. Après, on ne s'est pas forcément servi de tout ce dont on a parlé sur ces aspects-là, mais l'idée, c'était d'ouvrir sur plein de possibilités. Oui, et puis l'archi, à ce moment-là, c'était vraiment, lui, il avait besoin de connaître le groupe parce que l'archi, il débarque quand même et il doit dessiner un projet de l'esquisse au permis de construire et puis après les plans d'exécution, etc. Et donc, lui, en amont, il avait besoin de connaître le groupe, de connaître ses valeurs, de connaître le site et donc ces ateliers participatifs avec l'ensemble de l'équipe de maîtrise d'œuvre et puis le fait de faire venir des bureaux d'études terre, le paysagiste, le thermicien, certains ateliers, etc. Ça permettait vraiment de faire monter les différentes couches pour donner de la matière pour ensuite travailler sur l'esquisse, l'avant-projet, le permis de construire, etc. Et on a pu faire ces journées-là sur place, avec un repas à table avec tout le monde et vraiment faire ça sur place, du coup faire des balades dedans, autour des bâtiments, jusqu'en bas de la forêt. Ouais. Ça a participé à l'imprégnation pour toute l'équipe d'archives. C'était super chouette. Et du coup... Non, allez, j'y vais. Quelques chiffres de rénovation. On rénove, ça c'est les chiffres officiels du PLS. On a 762 mètres carrés de surface habitable pour les 8 logements. Vous pouvez voir qu'on a beaucoup de communs en proportion de surface. En tout cas, on a 100 mètres carrés de communs qui sont à côté des logements, les buanderies, les épiceries, donc stockage de nourriture partagée. Une salle de jeu, une chambre d'amis commune. Tout ça, c'est des trucs, des parties communes qui sont vraiment collées au logement. On peut y aller en pantoufles. Et puis, en plus de ça, on a notre atelier de bricolage, de travaux qui fait bien 120 mètres carrés avec des machines à bois, tout l'outillage qu'il faut. Et on a en plus cette grande salle commune de 120 mètres carrés. Donc ça fait une sacrée proportion. On a écrit vigilance sur le financement parce que c'est un truc qu'on se répète et qu'on nous répète depuis le début du projet. S'il y a une grosse proportion d'espace commun par rapport au logement, ça fait mécaniquement des loyers un peu plus gros parce qu'il faut financer tout ça à tout le monde.
Il faut chauffer éventuellement la salle commune, il faut éclairer l'atelier, enfin voilà. Mais le lieu était fait comme ça. On l'a pris comme il était. Il y avait tous ces espaces qui nous allaient bien aussi. On savait qu'on allait faire de l'autoconstruction, donc un atelier c'est important. La salle commune, elle était parfaite pour faire groupe dès le début. Voilà pour les chiffres. Ça, c'est une vue, une belle vue du cadastre de chez nous. Donc, toute la parcelle, c'est ce qu'il y a en fond rose. Et en fond jaune, c'est les bâtiments. Donc, en partant de gauche à droite, là, de l'ouest à l'est, la grande barre horizontale, c'est le grand bâtiment historique dans lequel nous, on va mettre 4 logements en duplex. Au nord de ce bâtiment-là, on va mettre un autre logement. Sur ce qui dépasse dans la parcelle 367, si vous arrivez à lire, c'est un endroit où il y aura aussi 2 logements et l'atelier. Tout au sud, il y a une petite maison isolée, un ancien garage à vélo qui va devenir aussi un logement. Le sud, c'est en bas, en fait, vous ne savez peut-être pas, mais ouais. Et puis, ce qu'on voit le plus à droite, le plus à l'est, c'est la grosse salle commune et la jardinerie. Donc, ont une vue magnifique sur tout le reste de la parcelle qui sont des prairies et des forêts. Et sur la diapo suivante, merci Maxime, là c'est une vue des bâtiments qu'on voyait donc à l'ouest de la vue du cadastre, avec le découpage en logements. Donc 4 logements en duplex dans la grande partie, un logement au nord. Le logement en vert, en fait, c'est 2 logements superposés, un rez-de-chaussée et puis un étage, un R+1. Et puis le logement un peu isolé en bleu en bas. Voilà, après c'est des plans d'architecte. Ça, c'est la vue 3D. C'est une simulation 3D de si on avait quelques millions d'euros de plus, je pense. mais c'est chouette, ça fait rêver tout le monde. Juste, dans le silo, il y a un truc qui recule finalement. Ouais. Mais ça donne une idée quand même. Voilà. Vous allez mettre en place de la phytoépuration aussi sur le projet? Ouais. On aura essentiellement des toilettes sèches dans les logements, à part un ou 2 endroits. Ouais. Et on a un grand terrain et tout ça, donc ouais, on est parti sur de la phyto direct. On a de la chance d'avoir une pente naturelle dans le terrain. Les logements sont plus hauts que, ça descend après vers la prairie, vers la forêt, vers le ruisseau. Donc c'est vraiment parfait pour une phytoépuration. Et on va avoir une chaudière bois collective. Là, sur la simulation 3D, on voit un gros bloc noir sur le côté. Voilà, oui, voilà, merci. Il y aura plus ce truc-là, je crois, parce qu'on a changé de modèle de chaudière, mais on a quand même toujours une chaudière collective à bois bûche, du coup. Ouais. En fait, on devait avoir du bois déchiqueté, on avait besoin de ça pour stocker le bois déchiqueté. Mais finalement, on s'est rendu compte que ça allait être beaucoup plus simple à gérer au niveau technique. A priori, c'est des chaudières qui sont moins fragiles et tout ça, donc on va partir sur du bois bûche. Ouais. Et ça chauffera de l'eau qui ira chauffer les logements. Voilà, sauf le logement qui est excentré, là, qui était au sud. Voilà, celui-ci, il est un peu loin, ça aurait été cher de le rattacher, donc lui, il aura un poêle à bois. Et dans les maisons, certains avaient envie d'avoir quand même une cheminée d'appoint, un petit poêle d'appoint, mais du coup, ça se sera en plus. A priori, chaque foyer, s'il a envie de se mettre un poêle, il le financera. Mais la coopérative finance le chauffage collectif. On fait pas mal de chantiers nous-mêmes, comme on disait. Donc, il y a des chantiers qu'on fait en autonomie, nous, tout seuls, en groupe, avec pas mal de copains aussi qui viennent régulièrement nous filer un coup de main. Donc, les espaces verts, on s'occupe de l'entretien, la taille, l'élagage, débroussaillage, l'entretien. Et la démolition qui nous a bien occupés, parce que, comme on disait tout à l'heure, on ne garde pas grand-chose. En gros, on garde l'enveloppe extérieure, mais tout ce qui est à l'intérieur, les cloisons, on a quasiment tout cassé. Donc, on a fait pas mal de sessions à la masse, au burin, tout ça. Et heureusement qu'il y avait des copains, parce qu'il y avait quand même de quoi faire. Je ne sais plus les tonnages de la benne d'évacuation. Mais... Pour les chiffres rigolos, on a évacué 60 mètres cubes de vieux placo, laine de verre, compagnie. C'est à peu près 19 tonnes. Voilà, 19 tonnes de placo, ouais. Parce que, vu que c'était un truc, un établissement de réinsertion, c'était plein de chambres individuelles, plein de petites salles de bain, plein de petits bureaux pour accompagnateurs, donc il y avait des cloisons dans tous les sens. Puis il y avait eu plein de rénovations successives faites différemment, donc il y avait des couches de moquettes, de machins, de placo. Ça, c'est des chantiers qu'on fait vraiment nous-mêmes, tout seul. Il y a toute une part de
dans la rénovation, pour tout ce qui est un peu plus technique, une part d'autoconstruction accompagnée, on a appelé ça comme ça. En gros, on a trouvé des artisans qui veulent bien nous avoir comme ouvriers bénévoles, ce qui fait que ça va réduire, j'espère, beaucoup les factures de main-d'œuvre. Et puis nous, on sera content d'avoir fait les choses nous-mêmes. Mais on est allé sous le giron, sous l'autorité d'un artisan qui maîtrise son domaine, qui fait les parties les plus compliquées du système, que ce soit de la couverture ou de la charpente, qui fait vraiment les choses techniques et compliquées, mais qui nous forme aussi et qui nous on fait aussi les petites mains dans tous les sens. Donc et qui couvre avec sa décennale à lui ce qu'on fait aussi, parce qu'il y avait cette idée d'assurance. Les pas toujours simple à gérer, parce que pour les artisans, des fois, c'est compliqué d'avoir d'autres personnes qui travaillent pour eux, mais qu'il faut quand même couvrir avec son assurance. Mais... Les artisans regardent ce qu'on fait pour voir si c'est bien fait quand même, et ils vérifient tout le boulot pour pouvoir poser leur assurance décennale dessus. Donc dans les gros postes, les gros lots qui vont être faits de cette manière, il y a l'isolation des toitures avec le charpentier. C'est une méthode qui s'appelle le sarking, si vous voulez voir des photos ou vous renseigner sur Internet. On fait aussi toute la couverture en autoconstruction accompagnée. Donc le couvreur sera seul, il fera les tours de Velux, les tours de cheminée, les démarrages de toiture, mais quand il faudra dérouler de l'ardoise sur plusieurs centaines de mètres carrés de toiture, une fois formé, on devrait pouvoir s'en sortir. Et il y aura aussi tout ce qui est cloison sèche intérieure, ossature métallique, placo, tout ça qui sera fait en autoconstruction accompagnée, avec l'idée de du coup réduire les coûts et puis se former à des techniques du bâtiment et puis participer au chantier. Voilà. Et en plus de ça, vous avez prévu, il y a aussi toute la partie autoconstruction non accompagnée sur de la finition, des enduits, la pose de parquet. Voilà, il y a aussi plein d'autres choses que vous ferez par vous-même sans accompagnement, quoi. Et puis tous les communs, en fait, n'ont pas été pris en charge par les architectes. La salle commune, il y a un espèce de bureau partagé aussi pour ceux qui travaillent sur place. Tout ça, on fera nous-mêmes, on va se débrouiller pour le faire. Ouais, c'est hors lot de marché d'artisans et même hors dessin d'architecte. C'est vraiment des choses qu'on va faire nous-mêmes. Vous avez quelques photos de démolition. Là, on voit les cloisons tomber. La photo en haut à gauche. Et avant, c'était des murs de briques et des murs de placo. On a notre collection de brouettes. On a notre super tracteur. Du coup, on a fait quelques investissements. On a acheté un camion, un fourgon. On a acheté un tracteur avec une remorque agricole pour transporter les gravats, pour transporter pas mal de choses. C'est des outils indispensables, en fait, vu le volume de chantier. Donc, on est plusieurs à avoir appris à conduire le tracteur, c'est chouette. C'est acheter un marteau-piqueur aussi, ça, c'est indispensable. C'est vraiment un chouette outil. Tout le premier étage, il y avait une petite chape en béton qu'il a fallu démolir sur 300 mètres carrés, je crois. C'était assez horrible comme chantier, parce qu'il y avait un espèce de grillage dans le béton, donc c'était hyper dur à détacher. Et pour faire le lien avec les histoires de fonctionnement de groupe aussi, tout ça, moi j'en fais partie, je suis très très nulle à la base en travaux, chantier, bricolage, j'y connais rien. Mais ce qui est vraiment chouette, c'est que là dans le groupe, il y en a qui savent faire et tout ça. Et il y a cette idée de transmettre, d'apprendre, notamment la démolition par exemple, c'est pas très technique. Donc on avait des copains qui venaient, tout ça, et tout le monde peut mettre la main à la pâte et essayer de se former, utiliser les machines et tout. Et c'est assez plaisant, c'est cool. Là, c'est plusieurs photos d'un chantier de sciage de bois qu'on a fait, qui a été fait en plusieurs étapes. On a d'abord abattu des arbres avec des bûcherons, sélectionné des arbres et abattu des arbres. On a abattu 35 arbres dans la forêt, qu'on a ensuite fait remonter dans la prairie. Et on a fait venir le célèbre Pascal Bretéché et sa scierie mobile, qui est venu sur place. Et on avait les débits de bois prévus par le charpentier. Et donc, dans chaque grume, dans chaque bout de tronc qui ramenait sur sa scie, on commandait, je veux des chevrons de 75-50, je veux des solives, je veux des volis, je veux tous ces noms de bouts de bois. Et donc ça a duré 4 jours de sciage. On peut voir dans la photo de droite, c'est de la volige, donc c'est quelque chose qui sera apparent en rampant de toiture, qui sera apparent dans les logements. C'est du peuplier. Et du coup, on est très, très content, très fiers d'avoir nos peupliers dans nos toits. On a du chêne, on a du Douglas, et
c'est du bois qui vient d'en bas du terrain. C'est vraiment quelque chose d'assez satisfaisant. C'était un énorme chantier, mais c'est vraiment des super souvenirs. Et puis, ouais, c'est ça. On utilise notre bois. Et quand on voit les augmentations du prix du bois là, depuis quelques semaines, on est très content de l'avoir fait. Ouais. Mais ça ne suffira pas, parce qu'on en a vraiment besoin de beaucoup, donc on est obligé de compléter. Mais... Et là, c'était l'exemple du sarking là, dont on parlait tout à l'heure, parce que du coup, c'est ce qui nous occupe pas mal en ce moment. Où là, c'est vraiment le premier chantier qui est fait avec un artisan, le charpentier, là, qui vient, et qui nous montre comment faire, qui explique, qui vient vérifier des étapes clés. Mais après, le groupe peut avancer en autonomie. Là, sur la photo de gauche, en fait, vous voyez ce qui ressemble à des planches de bois, là, c'est des caissons de sarking qu'on appelle, et dans lesquels on vient glisser des gros morceaux, alors j'ai peut-être pas bon vocabulaire, mais de laine de bois. Des gros panneaux de laine de bois. Les plus techniques d'entre vous, on met 30 cm de laine de bois, ce qui devrait nous assurer une bonne isolation. Et là, sur ce chantier-là, on espère enlever 2/3 de main-d'œuvre, je crois, parce que c'est assez onéreux de faire ça, mais l'architecte a insisté, disant que vraiment ça valait le coup, parce qu'on allait vraiment gagner en confort l'hiver et l'été, pour éviter la surchauffe aussi. Puis c'est une isolation par au-dessus, ce qui fait que ça ne fait pas perdre de volume dans le bâtiment. Et ça, c'est les contraintes de la réno, on fait avec le bâtiment qu'on a, et c'est un bâtiment qui n'était pas très très haut de plafond. Donc si on voulait correctement isoler les toitures, si on l'avait fait par l'intérieur, on aurait vraiment perdu pas mal de volume. Donc c'était un intérêt aussi de passer par l'extérieur. Mais du coup, ouais, c'est cher. Mais là, c'est pareil, il nous avait dit, le charpentier, que la main-d'œuvre, c'était pas très très compliqué. Une fois qu'on avait compris comment faire, on pouvait vraiment en faire beaucoup. Donc, alors après, au niveau finance, tout ça, c'est un peu compliqué parce que les artisans nous font un devis de ce que ça devrait coûter si c'est eux qui font tout. Et sauf que nous, on va faire une partie, on ne sait pas vraiment combien. Donc, c'était un peu difficile au moment du chiffrage pour savoir combien demander à la banque, est-ce qu'on prend vraiment le total et puis tant pis si on paye moins, sauf qu'il fallait s'approcher de la vérité. Et encore aujourd'hui, là, c'est pas toujours simple à gérer comme truc. Et puis, on se frotte des fois aussi à des difficultés côté artisan parce que pour leurs assurances, tout ça, des fois, c'est compliqué. Il y en a qui ne sont pas forcément d'accord. Ouais, il faut vraiment trouver des artisans qui acceptent cette méthode de travail. C'est vrai qu'à l'appel d'offres, ça a été aussi tout un travail de bien relire chaque ligne de ce qu'il y avait à faire par les entreprises, de voir quelles matières premières étaient apportées par le groupe, par exemple pour les pièces de bois. Les matériaux aussi. Ouais. Puis d'essayer d'estimer quelles tâches pouvaient être faites par le groupe, quelles tâches, quelles proportions, est-ce que en termes d'énergie à fournir, est-ce que c'était raisonnable? C'est-à-dire qu'il y a la difficulté, mais après il y a le temps et l'énergie. C'est vrai que on prend peur un peu, on se dit waouh, le temps qu'il va falloir pour faire ça, j'espère qu'on va y arriver. Voilà, et du coup, c'est vrai que là, pour arriver au budget estimé, c'est vrai que dans un projet de construction en habitat participatif où on n'a pas beaucoup d'autoconstruction et on n'a pas d'apport travail, c'est peut-être plus simple. Mais là, vu que ça dépend aussi de l'énergie fournie au quotidien par le groupe, il y a un objectif à tenir, mais ça dépend aussi de ce travail collectif, quoi. Très dur à estimer et à quantifier, quoi. Donc, si on ne bosse pas assez vite ou assez bien, le charpentier va passer plus de temps, donc la facture sera plus élevée. Ouais. Donc il y a un objectif à tenir, mais voilà, ça reste un objectif, quoi. Ouais, mais on tient bon. Ouais. Et ben on a terminé, je crois. Ouais, on a terminé, c'est la dernière diapositive. Si vous avez d'autres questions qu'on n'aurait pas abordées, peut-être. Et puis on fait des chantiers cet été, si vous voulez passer nous voir, faire un petit coucou ou transpirer un peu. Il y a un chantier le 9, 10, 11 juillet, il y a un chantier le 31 juillet, 1er août, et un chantier le 11 août, 12 août, le week-end du milieu, là en août. C'est des chantiers collectifs avec copains, avec repas, c'est une bonne trentaine de personnes à chaque fois. On fait ça depuis, ce sera le troisième été où on fait ça. C'est toujours des super moments et puis des moments où nous on est contents parce qu'il y a vraiment plein de choses qui se font vite et bien sur l'espace de 2-3 jours. Donc, voilà, si vous passez dans le coin. 10, 11, 12 juillet. Salut Seb de chez nous. Non, c'est ça. Là, il y a un espion. Vous faites concurrence aux rencontres nationales. Eh ben ouais, ça a été compliqué. La date du chantier avait été fixée avant.
et donc, on ne pourra pas aller aux rencontres nationales de l'habitat participatif à Lyon. Et ben, vous irez dans 2 ans quand vous aurez fini votre chantier, ce sera encore mieux. Voilà. Ah oui. Merci, c'est bien corrigé. Effectivement, on s'est trompé dans les dates. Peut-être que si vous n'avez pas de questions, voilà, vous avez peut-être des commentaires, des réactions sur ce que vous avez vu sur ce projet. Ouais, bravo. Merci. C'est que des trucs gentils. C'est vrai que c'est un projet ambitieux. Hein. Merci pour cette présentation enthousiaste. Ouais, super. Ouais, et puis vous avez très bien présenté, vous avez fait plein de photos, c'est super pour illustrer là. C'est presque comme si on y était. Ah, ça donne envie d'aller voir en tout cas. Venez. Au contraire. Non mais ouais, c'est un chouette projet. Après là, pour la météo du groupe et du projet, là le stress c'est un peu sur cette histoire de monter des prix des matériaux et tout ça. Parce on commence à se dire que ça va être peut-être compliqué de boucler le budget comme il faut, mais bon, on n'a pas la main dessus, donc on va se laisser porter et puis on verra bien. Il y a un autre petit point aussi là pour le mois de juin dont on attend la réponse ou pas, c'est pour l'obtention du prêt. Il y a quand même la validation du fait qu'on ne soit pas obligé d'avoir une dommage ouvrage. Donc ça, on attend quand même. Première, normalement, ça devrait être bon. Je l'ai pas d'accord. J'avais les nouvelles d'avant-hier et il n'y avait pas. Ok. Après, je peux être superstitieuse tant que j'aurai pas le papier. J'attends, mais j'ai eu le banquier au téléphone et qui me disait que là c'était une étape de validation qui était plutôt administrative, mais a priori, les personnes qui gèrent ça au Crédit Mutuel ont mis plutôt un oui de principe. Donc, normalement, ça devrait aller. On devrait avoir la réponse la semaine prochaine. Et pour répondre, il y a juste une question sur comment on trouve le temps et l'énergie. Je ne sais pas, nous non plus, comment on fait. On est fatigué. On est fatigué. En fait, ça se voit sur nos têtes. Mais... On est fatigué, mais on est content. Mais après, oui, on a aussi ici quand même la chance dans le groupe. Il y a pas mal de gens qui ont des situations qui font qu'elles peuvent dégager du temps. Effectivement, sur le chantier, là, on disait il y a de 3 à 6 personnes. Sur les 3, il y en a 2 qui sont retraités. Bruno qui a retraite, il a 65 ans. Jean-Pierre, il est retraité militaire, donc il est encore jeune. Il n'a pas l'âge classique de la retraité. Toi, tu bosses à ton compte. Enfin, on est plusieurs à bosser à notre compte aussi, du coup, à pouvoir on travaille, mais on peut dégager du temps à côté. Ouais, si l'ensemble du groupe était salarié à 35 ou plus par semaine et avec des jeunes enfants et machin, ce serait pas tenable du tout, quoi. On a la chance d'avoir de l'énergie en journée, et c'est pas juste en semaine. En journée, en semaine, ouais, c'est ça. C'est quelque chose qui permet d'avancer sur plein de rendez-vous, de plein de paperasse, et bosser juste le soir pour ce genre de projet, moi, ça me paraît compliqué. Ça me paraît ambitieux, ouais. Bon, on le fait aussi, en fait. Et puis, en fait, on y passe quand même beaucoup de temps parce que ce truc de passer un week-end sur 2 sur place en famille, c'est quand même beaucoup. Mais ça fait qu'on est capable d'abattre pas mal de travail aussi. Voilà. Et puis, c'est des moments qui redonnent de l'énergie aussi, d'une certaine façon. Ouais, c'est ça. Ça entretient le truc, ouais. Là, oui, on est rendu, il y a des gens qui posent des journées de congé pour venir faire le chantier, en fait. Et en fait, on est content d'y aller. C'est pas forcément la corvée, au contraire. Tout le monde, je suis content, j'ai un jour de libre, je vais venir faire ça. Mais faut veiller quand même. C'est vrai que, comme on disait tout à l'heure, des fois, ça s'épuise un peu. Donc, c'est un truc, faut être toujours un peu sur le fil. Veiller les uns sur les autres et puis faire en sorte que chacun puisse se reposer un peu de temps en temps. Parce que des fois, c'est un peu dur de décrocher et de souffler. Mais voilà. Bon, pas d'autres questions a priori. C'est vrai que c'était très complet. Ouais. Emeline, est-ce que tu souhaites Non, il est 21h30, donc je pense qu'on va conclure. Pour ceux qui n'ont pas vu ou qui voudraient revoir ou transmettre à d'autres personnes la vidéo, on mettra le lien sur le site d'HPO. Si Diane et Olivier sont OK, bien sûr. Ouais. Et puis juste petite info, donc comme je disais tout à l'heure, donc il y a l'assemblée générale d'HPO samedi pour ceux qui veulent. Alors en fait, il n'y a pas l'info sur le site, donc c'est passé via une newsletter qui est partie dans la semaine. Donc voilà, si vous ne l'avez pas reçu, n'hésitez pas à envoyer un message sur la boîte de contact, ou alors on essaiera de mettre le lien sur le site d'ici samedi. Et puis sinon, la petite info autrement pour l'actualité des prochains temps pour HPO, c'est les rencontres nationales du mois de juillet. Donc c'est les 8, 9, 10, 11 juillet
prochain. Ça se passe à Lyon. Donc, c'est des rencontres nationales. Ça a lieu tous les 2 ans normalement. Avec le Covid, on ne l'a pas eu l'année dernière, mais donc ça a lieu cette année en présentiel. Et donc, la billetterie est ouverte depuis cette semaine. Donc, vous pouvez vous inscrire. On va vous mettre le lien dans le chat vers le site internet. Et puis, sinon, oui, en fait, on fait une petite pause là pour les mardis du participatif, une petite pause pendant l'été. Donc, en juillet, août, il n'y aura pas de témoignage. Et en septembre, on va dans le 49. On n'a pas encore été en Maine-et-Loire depuis le début de l'année. Et donc, ce sera le projet Habitat différent. Donc, un projet qui a plus de 30 ans déjà et qui tient toujours bon, qui est très, très chouette. Et donc voilà, ce sera le deuxième mardi du mois de septembre, le 14, je crois, quelque chose comme ça. Donc 14 septembre, c'est ça. Et vous trouverez l'info d'ici là sur le site d'HPO. Donc voilà, moi j'ai pas d'autres infos. Je vais juste vous mettre le petit lien avant de couper pour les RNHP. Puis merci à tous. Merci à Olivier et Diane surtout d'avoir pris le temps de préparer un super PowerPoint hyper complet. On n'a rien à faire le soir, donc il faut qu'on s'occupe. C'est ça. Merci à HPO, les cohabitants, tout ça, de